Les résultats d'une élection sont toujours durs à interpréter, mais quand il y en a 35 000 en même temps, c'est encore plus compliqué. Les résultats du premier tour d'hier peuvent être lus de différentes manières. La France insoumise réalise une impressionnante percée dans plusieurs villes majeures. Dès le premier tour, la FI a remporté pour la première fois une ville de plus de 100 000 habitants grâce à Bali Bagayoko qui remporte Saint-Denis. Les insoumis arrivent en tête à la Courneuve et à Roubaix, en tête à gauche à Toulouse, avec une véritable possibilité pour François Piquemal de l'emporter, avec une union actée avec le PS. Elle impose également une nouvelle réalité. Très peu de villes seront récupérables pour la gauche, sans compter sur la France insoumise. Plusieurs incertitudes tout de même. Le score de Sébastien Delogueux à Marseille aurait-il pu être meilleur? Comment des baronnies UDI, LR ou PS se maintiennent en banlieue francilienne malgré des scores impressionnants de la FI au présidentiel? Le PS, quant à lui, maintient son assise locale. Les socialistes ont remporté plusieurs mairies au premier tour et sont au second tour dans la plupart des grandes villes. Mais certains fiefs sont menacés. Les écologistes et les insoumis sont en voie de s'unir à Lille pour faire gagner la candidate insoumise Laurera Adouche. À Paris, Rennes, Nantes ou Montpellier, les socialistes sont en bonne position pour garder leur mairie. Du côté des écologistes, ce premier tour est moins positif que celui de 2020. Plusieurs mairies sortantes sont en difficulté, à l'image de Jeanne Barzéguian à Strasbourg, qui n'arrive que 3e, ou encore Besançon ou Annecy, qui montre un léger recul des écolos. En bref, pour ces municipales, il est difficile de s'avancer avant le second tour, mais il devient évident que le Parti socialiste est dans une position intenable. À force de diaboliser la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, il se retrouve à choisir entre la défaite et la cohérence, ou la victoire et l'inconsistance. Les écologistes pris en étau entre les deux semblent privilégier l'union. On écoute tout de suite Marine Tondelier. Avec des candidats, enfin des grandes figures de la gauche centriste, M. Glucksmann, M. Hollande, qui nous expliquent tranquillement qu'il ne faut surtout pas faire alliance à Toulouse, mais pas non plus à Limoges. Ils nous disent même dans des villes socialistes depuis 70 ans, à Nantes par exemple, François Hollande ce matin sur France Inter dit « Ah non, mais à Nantes, il ne faut pas discuter avec la FI ». Donc si on écoute M. Glucksmann et M. Hollande, dans quelques jours, des millions de Français qui auraient pu vivre dans une ville de gauche alors qu'ils vivent aujourd'hui dans une ville de droite et qui savent ce que ça veut dire, ils n'auront pas le droit d'avoir accès à une ville de gauche alors que c'était possible, comme à Toulouse ou à Limoges. Il n'y a pas de barrage républicain, il n'y a pas de barrage républicain à faire. Et des Français qui vivaient dans des villes de gauche qui avaient cette chance vont le perdre à Brest, à Rennes. Le narratif des gauches irréconciliables peut donc soit prendre fin cette semaine, soit s'inscrire durablement pour 2027. Car si des mairies sont laissées à la droite ou à l'extrême droite par l'opportunisme politique de certains, difficile d'imaginer qui que ce soit s'entendre pour la présidentielle ou même les législatives. Du côté de la Macronie, c'est un nouvel effondrement après les européennes et les législatives. Le bloc central disparaît peu à peu de la scène politique et compte sur le barrage républicain face aux extrêmes. Emmanuel Macron a même dû se salir les mains dans la tambouille pour pousser la fusion entre Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel et espérer renverser les socialistes à Paris. À Lille, Violette Spilbou s'effondre. À Marseille, Martine Vassal se qualifie à peine au second tour. Et même à Lyon, où l'ex-patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, se voyait déjà arracher tranquillement la mairie au premier tour, sa performance au débat et la remontada du maire écologiste sortant Grégory Doucet rendent le scrutin très incertain au second tour, notamment après l'annonce de l'alliance cet après-midi entre les écolos et la France insoumise. À l'extrême droite, le RN progresse avec des réélections dès le premier tour à Perpignan, Hénin-Beaumont ou Fréjus et des percées à Toulon et Nice. La campagne de normalisation médiatique de l'extrême droite fait effet de scrutin dans le scrutin, mais pourtant le fond reste le même. Et aux médias TV, on s'emploie régulièrement à le démontrer. La semaine dernière, notre collègue Nadia Suini a révélé les propos racistes, antisémites et néo-nazis d'un colistier RN à Gap, Yannick Magnier. Selon nos confrères de BFM, le parquet s'est autosaisi et une enquête pour provocation à la haine raciale et apologie du génocide a été ouverte. Mettre les extrêmes dos à dos, au-delà d'être faux, c'est un risque politique rarement payant, car face au RN, les macronistes et la droite se souviennent soudainement que la gauche est républicaine. Et on va continuer de parler de la gauche justement avec nos invités de ce soir, Clémence Morel, Sabrina Sebaï et Adrien Chloé, qui a un léger retard et qui nous rejoint juste après. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. On en parlait tout juste, les gauches irréconciliables. Est-ce que c'est encore d'actualité pour ce second tour? Sabrina, je te laisse commencer.
Déjà, peut-être revenir un peu sur la séquence municipale, parce que je crois qu'on a eu tellement, depuis des mois, un battage médiatique autour de la question, finalement, des écologistes, de la France insoumise, des scores, de l'effondrement, qu'on avait pu prévoir. C'était la Bérésina qu'on nous annonçait avec Michel Aulas qui gagnerait dès le premier tour quasiment à Lyon, que les insoumis se qualifieraient quasiment nulle part, avec une diabolisation à l'extrême, finalement, de tout ce que représente la gauche, les écologistes, on va dire ceux qui portent une politique de rupture aujourd'hui dans notre pays. C'est pas le cas. Donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce que montrent effectivement ces municipales, et moi je le regrette, c'est qu'il y a quand même 3 gros blocs qui se dessinent dans notre pays. Globalement, il y a un bloc d'extrême droite, parce qu'il y a une poussée quand même de l'extrême droite dans des villes comme Toulon, ou au Menton, ou d'autres villes qui vont probablement gagner, en tout cas je l'espère pas, mais c'est bien parti pour. Et puis un bloc de gauche, écolo, en gros le NFP, grosso modo, et un 3e bloc qui est celui de la droite, enfin ce qu'il en reste, puisque en vérité les macronistes ont disparu de cette élection municipale, mais grosso modo c'est les LR, Modem, etc. Donc on retrouve quand même globalement ce qui s'est passé en 2024 avec l'élection législative, donc ces 3 gros blocs qui se reconstituent au niveau des municipales. Ça, je pense que c'est quand même assez important de le dire, et ce qui veut dire aussi que pour moi, je ne crois pas au récit des deux gauches irréconciliables. Je pense qu'au contraire, l'électorat de gauche, il sanctionne quand il y a la division. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu dans certaines villes des villes qui étaient socialistes depuis longtemps, je pense à Lille, où finalement le fait que LFI arrive en tête, ça s'est joué à un point, je crois, sur cette ville. Toulouse, par exemple, aussi, où on a vu François Piquemal qui est remonté en dernière ligne droite et qui finit devant la liste qui était conduite par les socialistes avec les écologistes. Donc, moi, je pense qu'au contraire, voilà, on a tenté, il y a eu une tentative, en tout cas, de diabolisation d'une force politique dans le pays. Probablement que les suivants auraient été les écologistes. Moi, je ne suis pas chez la France Insoumise, je suis écologiste, mais je pense qu'on est les suivants de la liste à être totalement diabolisés et décrédibilisés. Ça n'a pas fonctionné, au contraire. Dans certaines villes, ça a été dit, Saint-Denis, LFI gagne au premier tour. Mais je crois surtout que maintenant, il y a une responsabilité. Moi, j'avoue que je suis assez choquée de voir, par exemple, à Marseille, le fait qu'on ne veuille pas cette fusion de second tour, à Paris, le fait qu'on ferme la porte, et que du coup, certains candidats aujourd'hui qui sont arrivés en tête, et qui, normalement, quand on arrive en tête, on a une seule responsabilité, c'est celle de rassembler toute la gauche face à la droite, parce qu'on ne parle pas d'une droite qui est une droite gaulliste, républicaine. On parle d'une droite qui accepte de faire des accords avec l'extrême droite aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est pas n'importe quelle droite. Eh bien, on préfère prendre le risque, pour des millions d'habitants, de dire, eh ben, c'est pas grave, on tente. Et de toute façon, c'est aux électeurs d'être responsables et pas aux candidats. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un décalage, c'est aux candidats d'être responsables, justement, et de proposer le barrage à la droite et à l'extrême droite partout où c'est possible. Et ça devrait être en fait le seul mot d'ordre. Mais en tout cas, je pense que comme beaucoup qui n'étions pas sur la ligne de dire qu'il y avait deux gauches irréconciliables, je dois dire que c'est quand même... en fait, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que tous ceux qui ont passé des mois à dire qu'il n'y aurait jamais, jamais, jamais d'accord avec la France insoumise, de les voir aujourd'hui faire des accords à peu près partout avec la France insoumise, eh bien, je crois que ça montre aussi que pour 2027, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire ensemble. Sinon, on sera tous condamnés à l'échec. Oui, là, on a parlé de cela longuement ces derniers mois sur les médias. La position du Parti socialiste et d'Olivier Faure était de dire qu'il n'y aurait pas d'alliance avec la France insoumise ni au premier ni au second tour. Mais il semble que depuis quelques jours, cette ligne a changé. Elle a complètement basculé vers autre chose. On va écouter tout de suite Olivier Faure. C'était hier. À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Je demande aux socialistes de rassembler dans la clarté et de veiller au respect de nos principes et de nos valeurs. Alors ça, c'était hier, juste avant que l'on apprenne que des alliances ont été conclues entre le Parti socialiste et la France insoumise, notamment à Toulouse ou à Avignon, par exemple. Et même dans le discours, le porte-parole du Parti socialiste, Arthur Delaporte, a changé de ton. Il n'y a pas d'accord national, on l'a toujours dit, avec la France insoumise, ce qui n'exclut pas, et par ailleurs on l'a toujours dit, et je vous mets au défaut de trouver des paroles, en mon sens, qui iraient
à l'inverse de cela, que localement, sur la base d'un programme, sur la base d'un respect de valeurs partagées, il y a possibilité de faire des fusions. Et je vous le dis, sachant que dans la ville dans laquelle je suis candidat, à titre personnel, on n'a pas fusionné avec la France Insoumise parce qu'ils refusaient justement un accord sur le programme. Donc la clarté, elle est là. C'est si on est d'accord sur le programme et si on signe et s'engage à respecter les valeurs, eh bien, on peut derrière porter une dynamique commune. C'est une évidence. Clémence Morel, est-ce que vous êtes heureuse de ce changement de position du Parti socialiste qui semble s'acter et est-ce que vous appelez à l'union des forces de gauche au second tour? Bien sûr. Nous, à l'Après, on a toujours porté cette voie de l'union de la gauche et des écologistes. Donc, pour nous, c'est très important. Et le fait que le Parti socialiste, localement, prenne des décisions pour aller dans le sens de l'union, notamment à Limoges et à Toulouse, c'est très, très bien. Par ailleurs, sur Brest, notamment, je sais que le choix a été fait aussi de la part du PS de tendre la main à la France Insoumise. Donc, je trouve ça très, très important. Et à l'Après, on est très content de ça. Parce qu'effectivement, le discours des gauches irréconciliables, ça ne marche plus à l'heure actuelle. On se rend compte qu'il y a, selon moi, une percée de l'union de la gauche. Que ce soit les candidatures de Benoît Payan ou d'Emmanuel Grégoire, ils sont quand même largement en tête parce qu'ils portent l'union de la gauche, mais ils ne gagnent pas. Et c'est avec un rassemblement... des électeurs de gauche derrière eux qui pourront gagner. Et ils ont travaillé à cette union. C'est pour ça qu'ils sont arrivés en tête. Donc voilà. Maintenant, je trouve qu'il faut continuer à prêcher pour cette union de la gauche. Adrien Clouet nous a rejoint, député de la France Insoumise de Haute-Garonne. Bienvenue. Merci. Et je voulais vous demander justement, en Haute-Garonne, à Toulouse, François Piquemal... a conclu un accord avec le Parti socialiste. Il est arrivé en tête à gauche, il est arrivé en tête à gauche à Toulouse. Oui. Déjà, comment vous expliquez que ces accords peuvent se conclure, par exemple, à Toulouse, mais pas ailleurs? J'imagine par la bonne volonté des uns et des autres. Disons que ça fait une double démonstration. D'abord, ça montre que lorsque, pour le coup, la France Insoumise est en tête d'une élection municipale, eh bien, on tend la main sans exclusive à l'ensemble des formations de gauche qui sont arrivées derrière, et c'est normal. Donc ça rappelle qu'il y a un vote qui est efficace. C'est celui pour la France Insoumise, en l'espèce, qui n'est pas le seul, parce qu'on voit qu'il y a d'autres formations de gauche, et tant mieux, qui sont d'accord pour cette démarche-là. Et puis, deuxièmement, ça montre que la méthode pour s'arranger, c'est la méthode démocratique, c'est de respecter le choix des électeurs et électrices. On avait entendu quelques jours avant le vote Monsieur Briançon, le candidat tête de liste du PS, qui mentionnait l'hypothèse que les uns ou les autres se retirent. Moi je pense que c'est pas une bonne chose. Il y a des gens à Toulouse qui ont fait confiance à Monsieur Briançon, ils ont voté pour lui. Il a quand même eu pas mal de voix, c'est normal. Donc il les représente, les gens qui lui ont fait confiance, lui, les écologistes, les communistes, etc. Donc la bonne méthode, c'est que dans le conseil municipal qui sort d'une élection, eh bien les sensibilités des électeurs et électrices de gauche soient représentées. A fortiori, au niveau local, on a besoin de tous les liens associatifs qui existent, de toutes les idées qui proviennent des uns et des autres, et d'avoir le conseil municipal comme un espace de débat et de discussion collective. Donc c'est ce qu'on a fait à Toulouse. On a proposé de faire une liste commune sur la base des résultats électoraux des uns et des autres, parce que c'est le seul moyen de respecter les électeurs, c'est de se baser sur leur choix initial, et à partir de là, d'avoir quelques grandes mesures qu'on portera ensemble, effectivement, pour transformer et Toulouse et sa métropole. Sabrina Sebaghi, Emmanuel Grégoire, par exemple, à Paris, est en position plutôt favorable pour l'emporter. Mais bon, on apprend à l'instant que Sophia Chikirou maintient sa candidature à Paris. Elle vient de l'annoncer sur BFM. On a également aussi cette alliance entre Bournazel et Rachida Dati. Est-ce que vous craignez que cette désunion puisse faire gagner la droite? Mais moi, je suis depuis le départ, c'est-à-dire que vraiment, la question de l'union, elle est extrêmement importante. Autant au premier tour, on peut se dire que c'est légitime que des listes, que des projets qui peuvent parfois ne pas être totalement les mêmes, puissent se présenter au premier tour d'une élection municipale. Par contre, la responsabilité de ceux qui arrivent en tête, effectivement, c'est de rassembler au second tour, et donc c'est leur responsabilité première. Mais je vais vous donner un autre exemple. Nous, à Nanterre, on arrive en tête. Il y a une liste insoumise qui fait 13%. C'est dommage parce qu'on leur a proposé de s'unir avec nous, ils refusent. Ce qui fait qu'on va aller dans une triangulaire avec la droite. Dans un département où la droite est extrêmement forte, eh bien, je trouve que c'est dommage que la France insoumise ne prenne pas la main tendue en disant « Ok, on n'est pas d'accord sur tout, on n'est pas obligé de s'aimer à la limite, mais
quand il y a la droite en face de nous, on fait ensemble, en fait, au deuxième tour. Et je crois que ça, il faut l'avoir partout en tête. Dans toutes les villes, je crois, ne pas me tromper en disant ça, où il y a eu des têtes de liste écologistes qui sont arrivées en tête, il y a eu la main tendue vis-à-vis des autres listes pour faire des fusions, que ce soit Lyon, Strasbourg et d'autres villes. J'ai plus toutes les villes en tête, mais il y en a eu plusieurs. Et la réalité, c'est que je pense qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les électeurs de gauche, ils attendent de nous cette responsabilité-là. Et vous voyez, la droite en face, ils tergiversent pas. À Paris, ils ont pas, ça leur a pas pris 24 heures. Hein, alors qu'ils se sont vraiment... ils ont fait une campagne l'un contre l'autre absolue pendant les derniers mois. Moins de 24 heures après, ils sont d'accord pour faire une liste de fusion parce que leur objectif, c'est de gagner la ville. Et ce n'est que ça leur objectif. Donc oui, moi je trouve ça dommage. Je pense qu'on peut être en désaccord, y compris à Paris, mais... Et je l'avais dit aussi, c'est que quand on diabolise trop les personnes avec qui on est censé rassembler au deuxième tour, c'est compliqué aussi, parce que aller raconter le récit maintenant que finalement, il faudrait que tout le monde soit main dans la main, ça va être compliqué dans certains territoires où vraiment, je trouve que les paroles ont été beaucoup trop loin dans le fait de taper sur des adversaires de gauche. Voilà, premier tour de la municipale, on peut y aller différemment, mais il faut toujours avoir en tête que notre seul adversaire politique, c'est à droite et à l'extrême droite. C'est certainement pas à gauche. On va pas parler que de Paris, mais on reste quand même là-dessus, vu que c'est la dernière information qu'on a. Est-ce que, Clémence, Adrien, est-ce que vous pensez que la France insoumise aurait dû faire différemment à Paris ou est-ce que le Parti socialiste aussi, qui refuse cette main tendue, l'expression de main tendue, on va l'entendre beaucoup, je pense, en ce moment, mais est-ce que c'est le premier tour qui conditionne l'impossible union au second tour ? Moi, je peux répondre. Je suis candidate en plus à Paris dans le 14e arrondissement. Je pense que effectivement, la France insoumise a quand même basé toute une campagne à Paris sur le dégagisme. La première chose que Sophia Chikirou a dit, c'est qu'il ne faudrait plus de maire socialiste à la mairie de Paris. Je pense que l'union, c'est extrêmement important et rassembler les électeurs, c'est important. D'abord, ça passe par un programme que Emmanuel Grégoire a réussi à mettre en place. Il a des propositions qui sont quand même assez fortes. Et ensuite, ça passe par la culture de l'union. Et j'ai pas l'impression que Sophia Chikirou ait cultivé la culture de l'union et avoir basé toute cette campagne sur le dégagisme. Ça permet pas, peut-être à l'heure actuelle, de créer un accord électoral, ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas rassembler les électeurs autour de mesures programmatiques fortes. Je pense notamment à l'engagement de 0 enfant à la rue, etc. C'est très très important, donc voilà. Non, mais parlons aussi de choses très concrètes sur une municipale. Bien évidemment que Sophia, elle part en campagne. Et que si elle part en campagne, c'est qu'elle pense qu'il ne faut pas un ou une maire socialiste. Enfin, je veux dire, si elle voulait un maire ou une maire socialiste, elle ferait campagne socialiste. Donc ça me semble quand même la moindre des choses. Sinon, on ne va pas aux élections. Si c'est pour, en fait, garder les mêmes, ça ne sert à rien. Et puis, ce n'est pas une question de culture. Enfin, je veux dire, l'élection municipale, ce n'est pas un potager, quoi. On n'est pas là pour cultiver, je ne sais pas quoi. Le sujet, c'est de savoir s'il y a des revendications politiques qui sont compatibles ou pas. Et s'il y a des sujets sur lesquels il y a des désaccords forts. Il y en a eu sur la gestion de violences dans le périscolaire, sur des questions de propriété publique, etc. Il faut les assumer, ces enjeux-là. Et c'est normal, en fait, d'aller à l'élection. Et c'est normal de dire les choses de manière transparente. Je pense aussi, moi, franchement, qu'on en crève parfois de se faire des mamours et des simagrées, alors qu'en fait, on n'est pas d'accord sur des sujets lourds et qu'on pense que ces sujets sont lourds et qu'il faut les mettre sur la table et qu'après, les gens, ils tranchent. Et ça, c'est pas nous, autour de la table, qui décidons. Les gens, ils mettent leur bulletin de vote, ils disent, ils fixent un rapport de force. Ils ont fixé un rapport de force. Et en revanche, les électeurs ont tranché. Mais M. Grégoire aussi. M. Grégoire, il a dit « Je préfère que Dati gagne les élections à la fin plutôt que d'ouvrir ma liste à Mme Chikirou. » Parce que c'est évidemment celui qui est devant qui décide l'ouverture de sa liste à ceux qui sont derrière et pas l'inverse. Donc, je pense que cet exemple-là, qui est d'ailleurs assez proche de ce qui se passe à Marseille, avec en plus le risque à Marseille d'une extrême droite qui pourrait gagner les élections, est assez déplorable et invite celles et ceux qui sont en tête, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit assez globalement, ceux qui sont en tête à gauche à toujours tendre la main pour faire des rassemblements le week-end suivant. Sauf évidemment lorsque le débat c'est gauche-gauche, où là ça peut être légitime de garder évidemment des listes pour que les gens tranchent une orientation générale. Ça a déjà existé auparavant des pactes de non-agression ou des choses pour apaiser le débat entre les candidatures de gauche. Donc pour vous, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou auraient quand même pu s'entendre? Non, on a des désaccords politiques, ce que je disais. Il y a des sujets très importants. Donc c'est normal que chacun ait sa liste au début, parce que chacun défend des idées politiques qui ne sont pas les mêmes. Ah oui, pardon. Dans le cadre du second tour, s'entendre visiblement, il y en a une qui a dit qu'elle était prête à écouter et l'autre qui n'était pas prête à téléphoner. Donc ça rend compliqué de s'entendre qu'il n'y en a qu'une oreille, quoi. Donc en l'espèce, Madame Chikirou, Sophia, ma camarade, a redit toute la journée, elle a redit depuis hier, j'attends le coup de fil pour qu'on puisse discuter des conditions dans lesquelles Paris ne basculerait pas à la droite. Emmanuel Grégoire prend ses responsabilités. Visiblement, il préfère
le risque que ça bascule à la droite parce qu'il n'est pas content de la campagne des Insoumis. Bon, s'il était content de la campagne des Insoumis, il serait insoumis. J'ai envie de dire, c'est normal qu'il ne soit pas content de la campagne s'il n'est pas d'accord avec le fond. On va pas parler que de Paris. Non, c'est nul, Paris. Mais Sabrina Sévailly, vous avez parlé du rôle des écologistes dans cette élection. Vous avez dit que dans la majorité des villes, si ce n'est toutes, où les écologistes sont arrivés devant, ils ont fait un effort pour inclure le reste des candidatures de gauche et pousser à l'union. Est-ce que les écologistes sont devenus une plateforme d'union entre le PS et la France insoumise ? Est-ce que c'est le rôle actuel que s'est fixé les écologistes ? On a l'impression que c'est un peu toujours la position électorale dans laquelle se fixent les écolos. Non, je crois qu'il y a eu... de fait, au moment de la création du NFP, il y a eu ce rôle d'union parce que le NFP s'est créé très vite, les discussions se sont faites au siège des écologistes, il y a eu cette parole très forte de dire oui, il faut absolument l'union parce que nous avons une responsabilité, c'est celle de ce barrage républicain pour faire en sorte que jamais l'extrême droite n'arrive à Matignon en 2024. Et je crois que ça a été un pari réussi. Et ça, c'est important aussi de le redire à chaque fois. Après, sur les municipales, vous voyez bien qu'on a... d'abord, on avait des maires sortants, on a aussi des candidatures qui ont été en conquête, on a aussi parfois fait le choix de soutenir des personnes qui étaient sans étiquette sur des municipalités. On a fait parfois le choix de soutenir des candidats insoumis à certains endroits. Donc, je crois vraiment que ce qui différencie peut-être la question des écologistes, peut-être pas d'autres organisations, et c'est peut-être aussi pour ça que parfois on a du mal à discuter, c'est que nous, il y a un principe simple, c'est celui du principe de subsidiarité. Chaque groupe local est autonome et souverain sur sa stratégie municipale. Et ça peut être très bien, parce que ça veut dire que chaque groupe local qui connaît le terrain, qui connaît sa ville, qui connaît en fait les enjeux, va décider localement de ce qu'il fait en termes d'alliance ou pas et de projets politiques à porter. Par contre, ça peut rendre les choses un peu plus difficiles, effectivement, quand on doit avoir des discussions au niveau national et que certains voudraient des accords nationaux. Mais c'est intéressant parce que le PS, par exemple, la France insoumise, typiquement... voilà. Pour le dire, on ne fait pas d'implicite. Mais voilà, exactement. Et donc, c'est vrai que là, on a une différence et parfois, ça rend les discussions extrêmement complexes. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire. Ça veut juste dire qu'on a une méthode de travail différente. Mais tout à l'heure, quand j'écoutais Olivier Faure, d'ailleurs, ce qu'il dit, il n'y aura pas d'accord national avec la France insoumise. À aucun moment, il dit que localement, les gens ne pourront pas décider d'eux-mêmes. Donc, ce qui est important, c'est les petits mots dans les phrases pour comprendre en réalité la subtilité des choses. Mais... c'est bien quand la phrase est claire aussi, quoi. C'est très bien quand la phrase... Mais je pense que la phrase était très claire. C'était il n'y aura pas d'accord national, mais localement, chacun pourra faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'ils ont fait au local, d'ailleurs. C'était ma question, Clémence. Est-ce qu'il faudrait plus de clarté de la part des représentants du Parti socialiste pour affirmer que cette stratégie de diabolisation, en gros, n'a pas fonctionné et maintenant, on est ouvert à l'union à l'échelle municipale? Moi, je pense qu'il faut de la clarté des deux côtés. C'est-à-dire que la France insoumise a toujours dit qu'elle voulait l'union dans un front antifasciste pour le second tour des élections municipales. C'est ce qu'on dit depuis le début à l'après. Je pense qu'ils auraient pu travailler depuis longtemps à l'union de la gauche, justement, et que ça n'arrive pas que pour le second tour des élections municipales, et que c'est un travail qui doit se faire sur du long terme. Et je pense qu'effectivement, le Parti socialiste doit le faire aussi. Quand il parle des élections locales et quand Olivier Faure laisse... à ces fédérations le pouvoir de choisir. Je trouve que c'est très important. Après qu'il n'y ait pas d'accords nationaux, moi personnellement je le regrette. Je pense que c'est important de pouvoir se parler, de continuer dans les perspectives qui vont suivre, notamment pour les élections présidentielles, etc., de pouvoir continuer à se parler parce que le récit des gauches irréconciliables, il a été atomisé en fait pendant le premier tour des élections municipales. Adrien, il y a un danger pour les électeurs insoumis qui peut-être ont vécu la rupture de la NUPES, la rupture du NFP, et qui en ce moment se retrouvent finalement dans de nouvelles alliances avec le Parti socialiste à l'échelle municipale. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les électeurs insoumis eux-mêmes ne fassent plus confiance à ce genre d'union ? Ah bah oui, il y a quand même plein d'endroits où ça nous gonfle sérieusement, quoi, d'avoir fait campagne 4 fois pour des gens qui, au bout de 6 mois, changent d'avis, changent de programme et nous crachent dessus. Forcément, ça lasse un petit peu. Mais il y a la question des conjonctures et du moment. Et on estime que lorsqu'il y a un risque que l'extrême droite prenne des villes, tant pis, on va à nouveau être unitaire parce que le sujet numéro 1 dans ce type de circonstances, c'est de se demander ce qu'il adviendra de la population, des habitants, des voisines, des voisins, si la droite dure, l'extrême droite gagne les élections. C'est-à-dire, je prends
Un exemple, je sais pas, une ville comme Perpignan, les associations, donc qui est dirigée par le RN, les associations, elles sont muselées. La santé de proximité, elle n'existe plus. Le droit à des soins de prévention, il a quasiment totalement disparu. Le monde culturel, il est sinistré. Et ça a des conséquences très concrètes. Une ville comme Toulouse, c'est une ville où vous avez un maire qui, soi-disant, alors il s'affiche maintenant, il dit divers centres. Divers, je vois bien, centre, je vois pas trop. Qui mène campagne en interdisant des expositions sur le génocide à Gaza, qui a fait la manif pour tous, qui a des positions quand même très dures, très radicales, et puis qui pourrit la vie des gens. Les loyers, ils ont pris 15%, l'offre de bus, elle est réduite, elle permet pas de sortir le soir, comme ça on est sûr que les jeunes, ils sont coincés et assignés à domicile, etc., etc. Ça, c'est ce que représente une ville de droite, et on n'en veut pas. On n'en veut pas, et donc dans ces moments électoraux, on fait le choix en responsabilité de dire ça suffit, et ce qui importe, c'est le bien-être des gens qu'on aime, c'est-à-dire des gens avec lesquels on vit, et aussi ceux qu'on ne connaît pas dans une ville, mais on a envie qu'ils vivent correctement. Et donc, la responsabilité, c'est de se rassembler sur le second tour et d'empêcher la droite soit de rester, soit d'acquérir cette position de force. Et je pense qu'on organise cette jonction entre des forces politiques de gauche, non pas en disant vous devez vous désister, vous devez partir, etc., mais en ouvrant les listes collectivement, parce que ceux qui ont fait un choix au premier tour, rien ne dit qu'au deuxième tour, ils vont être subitement frappés par la grâce et se dire en fait, cette personne pour laquelle j'ai pas voté, j'ai envie d'aller voter pour elle. C'est pas sûr. En revanche, les gens auxquels il ou elle a fait confiance au premier tour, si ils ou elles sont toujours là au deuxième, ça aide à mobiliser largement. Cette incertitude, elle laisse planer justement une menace qui a un peu été le fil rouge de cette campagne, le risque que plusieurs villes basculent à la droite radicalisée ou l'extrême droite. On a entendu le patron des Républicains, Bruno Retailleau, appeler à une seule forme de barrage, le barrage contre la France insoumise. Vous avez toutes et tous autour de ce plateau vécu cette campagne municipale de l'intérieur dans vos formations politiques respectives. Comment vous avez vécu cette menace de l'extrême droite pendant vos campagnes municipales ? En fait, moi je trouve qu'on n'en a pas parlé. Enfin, très sincèrement. Médiatiquement, je trouve qu'on a plus parlé du fait qu'il fallait absolument pas faire avec la France insoumise, plutôt que de parler du fait que LR faisait des alliances avec l'extrême droite et qu'à certaines villes, ils allaient gagner. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de villes qui risquent de basculer à l'extrême droite, on peut parler de Nice. Enfin, Ciotti, quand même, c'est pas la droite, c'est plutôt l'extrême droite. Donc, moi, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Au contraire, je trouve que le danger a été totalement sous-estimé, qu'on a laissé planer le fait qu'il était tout à fait normal pour un parti, soi-disant, qui se disait gaulliste et républicain, de faire des alliances avec une extrême droite dans notre pays dont on sait exactement ce qu'elle a produit quand elle a été au pouvoir dans les années 40, eh bien tout cela n'a pas du tout été évoqué. Et je crois qu'on est arrivé dans une forme de banalisation totale de l'extrême droite qui fait qu'en réalité, on a pointé du doigt assez régulièrement d'ailleurs le danger que présentait la gauche dans notre pays plutôt que celui du danger de l'extrême droite. Donc voilà, moi je trouve qu'on est passé à côté de ça dans cette campagne municipale. Et d'ailleurs, je crains que, malheureusement, ça ne se reproduise aussi en 2027 pour l'élection présidentielle. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Sabrina, évidemment. Il me semble qu'il y a un dispositif de campagne quand même transversal de l'extrême droite, qui est à l'œuvre et qui est convergent sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif, il a un axe central, que sont des formations politiques, le RN en grande partie, les Zemmouriens en plus petite partie. Ce dispositif, il a deux ailes. Il a une aile qui est celle des groupuscules d'extrême droite, qui s'illustrent non pas en allant aux élections, mais en faisant des campagnes de terreur. Nous, à Toulouse, on a eu des bars attaqués par l'extrême droite. Moi, ils ont essayé d'abîmer ma permanence, mais ils sont plantés de 6 mètres, donc je suis désolé pour la copropriété qui a été ciblée, parce que du coup, non seulement ils sont violents, mais en plus, ils sont un petit peu bêtes. Et on a aussi une autre aile, qui est celle plus idéologique. Je prends ça avec des grands termes, parce qu'il n'y a pas de cohérence idéologique entre eux, mais celle qui souhaite produire des idées sans y arriver à l'heure actuelle, qui est notamment la galaxie autour de ce terrain ou de différents types de fondations d'extrême droite. Ces trois dispositifs, des partis politiques, des groupuscules d'extrême droite, des fondations ou en tout cas des think tanks, mais sans le think en général, il n'y a que le tank, quoi. Qui ont pour objectif de financer des médias également. Exactement, en tout cas de produire de l'idée, c'est ça globalement le concept. Et ces trois dispositifs ont ciblé des territoires, je pense à Perpignan, je pense à d'autres, pour essayer de rentrer en campagne et de faire gagner certaines listes, et évidemment d'orienter le débat public en général. Alors évidemment, la main armée, c'est CNews, on la connaît bien, c'est pas la seule, mais c'est évidemment la plus visible et la plus audible. Et donc la responsabilité qu'on a, nous, c'est d'abord évidemment de faire bloc sur la nature de l'information qui circule dans le pays, sur la nature de ce qui est dit, ce qui est dissible et ce qui ne l'est pas, et sur la nature des mobilisations qui en fait orientent aussi
la conscience populaire. D'ailleurs, la veille de l'élection, il y a eu des rassemblements antiracistes et antifascistes dans tout le pays, auxquels je pense qu'on a tous participé, toutes et tous participé, ici autour de la table, chacun là où on habite. Et ces rassemblements étaient importants, parce qu'ils venaient acter qu'on n'acceptait pas que cette élection ait lieu dans un contexte de diabolisation de la gauche, bien sûr, et aussi de banalisation des délits et des crimes racistes qui, aujourd'hui, dans le pays, se déroulent en toute impunité. Cette campagne à Paris, spécifiquement, était particulièrement menaçante avec Sarah Knafo qui a surperformé. Et en parlant de Paris, là, je vous donne les dernières informations qu'on a. Donc, on apprend à l'instant que les listes de Pierre-Yves Bournazel et de Rachida Dati fusionnent donc pour le second tour. Et à Nantes, Johanna Rolland et la France Insoumise font alliance. Je reviens sur Paris. Et cette menace de reconquête et de Sarah Knafo à Paris avec une campagne de communication massive et une surmédiatisation aussi de Sarah Knafo qui a fait quand même le JT du 20h. Comment vous l'avez vécu ? Mal, en fait, c'est très compliqué de voir l'extrême droite se mobiliser parce que autant de base à Paris, il y a des groupuscules évidemment d'extrême droite qui ont fait des sorties, notamment dans le 20e récemment, on les voit. Par contre, même le parti du Rassemblement National, on les avait jamais vus faire campagne. Et là, dans tous les marchés, des petites écharpes jaunes, qui traînaient, et on les voit tous faire campagne et se mobiliser. Et pour moi, c'est hyper inquiétant de voir à quel point ils peuvent assumer leurs idées nauséabondes et mener campagne en fait sur le territoire en les assumant complètement. Donc c'était très compliqué à voir. Mais après, on a parlé de Sarah Knafo dont finalement le score n'est pas aussi impressionnant que prévu. Oui, c'est cette surmédiatisation qui entraîne aussi beaucoup d'erreurs sur les sondages. Qu'est-ce qu'elle a? On dit des millions derrière elle, en fait, c'était des euros, c'était pas des gens. Comment ça impacte le comportement électoral aussi quand vous rencontrez des électeurs? Est-ce qu'ils vous en parlent? Est-ce que vous sentez cette influence? Je pense qu'il y a deux phénomènes. En réalité, sur certains électeurs, ça va provoquer le vote utile, en se disant, si ce candidat-là est mieux placé dans les sondages, je ne vais pas perdre ma voix ailleurs, donc je vais la mettre sur ce candidat-là. Et il y a l'effet inverse qui va au contraire doper un électorat qui va avoir peur de voir ces candidats arriver aussi haut et qui donc vont aller voter en réalité aussi pour la liste à l'opposé qui est la mieux placée. Donc moi, personnellement, je suis pour qu'on arrête les sondages très tôt avant les élections parce que je pense que ça influence grandement les électeurs et que normalement, l'électeur devrait être libre et devrait avoir le libre arbitre de choisir le candidat. C'est pour ça qu'il y a 2 tours à certaines élections pour pouvoir choisir le candidat selon le projet qu'il porte et non pas parce qu'il y a des sondages qui disent que c'est celui-ci qui est le mieux placé. Donc voilà, je crois qu'il y a une vraie réforme à faire sur la question des sondages et dans nos élections, parce que sinon on laisse en réalité les instituts de sondage et parfois même les médias faire les élections à la place des électeurs, et ça c'est pas normal dans une démocratie. Vous êtes d'accord, j'imagine? Bien sûr, il faut bien comprendre qu'un sondage, c'est pas un dispositif d'information du grand public, c'est une profession de foi centriste. Parce que la manière dont fonctionne un sondage, c'est par la sélection sociale des individus qui sont amenés à y répondre, parce qu'ils sont identifiés, soit parce que c'est en physique, et en fait, déjà, selon que les gens habitent dans des domiciles individuels ou collectifs, ça change les gens qui sont accessibles, ou alors parce que ça se fait par voie téléphonique ou par voie numérique, et là aussi, ça sélectionne. Bref, s'y ajoutent des coefficients de redressement qui sont généralement tout à fait farfelus, mais qui justifient des salaires mirobolants de certains directeurs d'instituts de sondage, donc tant mieux pour eux, même si on les paye tous à la fin dans les frais de campagne des formations politiques qui s'occupent d'en commander. Bref, donc le sondage, c'est un problème politique. En fait, il faut bien le concevoir comme ça. C'est pas une information, c'est un dispositif qui vise à orienter la perception d'une situation par les gens. Et donc, à partir de là, c'est dangereux parce que, en plus, ça penche toujours du même côté. Et que les sondages penchent toujours à droite, soit parce que les coefficients de l'extrême droite sont extrêmement élevés, on ne sait pas pourquoi, ou alors parce que parfois ils dînent ensemble avec les directeurs d'instituts de sondage, ça aide à avoir un meilleur coefficient, ou alors parce que ça fait monter une partie de la population qui n'est pas celle qui est centrale. Toulouse, on l'a vu. Enfin, on a eu quand même dans la semaine juste avant. Lyon, avec Olas. Lyon, j'ai moins suivi Lyon, c'est pour ça que je prends pas l'exemple. Olas, on a fait on l'a suivi de près. C'est-à-dire, on a eu des sondages la dernière semaine, 3 jours avant, en disant la liste LFI, elle a 23, elle sera 4-5 points derrière la liste socialiste. Finalement, on est 3 points devant et on est à 27. Donc en fait, même l'ordre d'arrivée est faux. C'est pas juste, il y a 1 point ou 2 d'écart, c'est que l'ordre d'arrivée entre des forces politiques est faux. Alors on sait très bien qu'en plus, les gens lisant un sondage se disant en fait c'est lui qui est en tête, il faut le renforcer, blablabla. Donc ça vient créer des phénomènes d'inertie politique qui renforcent des comportements politiques qui n'étaient pas forcément là à la base. Donc le sondage est un problème, à la fois par son existence et aussi et surtout parfois
par les propriétaires des instituts de sondage, qui ont évidemment des intérêts commerciaux et lucratifs bien compris. Olas, je précisais qu'on en a beaucoup parlé aux médias. On a fait un format Dixit que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et Olas était crédité à une victoire éclatante au premier tour en novembre-décembre. Et c'était manifestement aussi une surmédiatisation, une surreprésentation dans les sondages. Clémence, comment on peut lutter contre cette surmédiatisation de l'extrême droite, et notamment avec, on l'a beaucoup, c'est un élément de langage qui a beaucoup été utilisé sur ces municipales, que ce sont une sorte de tests pour les présidentielles, pour les formations politiques. Et donc, à la veille d'une présidentielle en 2027, comment on peut réduire l'influence médiatique de l'extrême droite ? C'est une vaste question. Moi, je pense que c'est par la mobilisation et par, je vais le redire, mais la gauche, si on prenait moins de temps à se taper dessus et plus de temps à parler de fonds, de programmes politiques et d'avenir, enfin, de projets d'avenir tous ensemble, on aurait un poids et une force qui serait quand même globalement supérieure. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à se mobiliser ensemble, qu'on fasse campagne ensemble, là pour les élections municipales, ensuite pour les élections présidentielles. Et que c'est justement en se mobilisant sur le terrain, en faisant campagne, en fait, concrètement, en faisant du porte-à-porte, en allant parler aux personnes, en développant un projet, et vraiment un projet pour le coup, parce que si tu arrives en faisant l'union sans programme, ça ne fonctionne pas, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est en ayant ce dynamisme-là, qui est porté par une candidature, des candidatures communes de gauche, qui vont nous permettre de contrebalancer ce discours de l'extrême droite qui est omniprésente dans les médias. Vous parlez du grand absent de ces élections municipales. On a l'impression que c'est un bloc disparu. C'est la Macronie. On va finir peut-être un mot là-dessus. On a l'impression que ces élections municipales, le bloc central incarné par Renaissance, par Horizon, par toutes ces formations politiques-là qui naviguent autour d'Emmanuel Macron, ont complètement disparu de la scène politique. Et c'est pas dommage. Ouais, c'est pas dommage, et c'est quand même eux qui portent par contre la responsabilité de l'augmentation de l'extrême droite, faut se le dire. Donc ils s'effondrent, et à côté on a une augmentation de l'extrême droite qui se fait grâce à eux et leur programme qui a toujours été, qui a permis de renforcer l'extrême droite. Et comment on explique ce bloc central qui n'arrive même plus à n'arrive même plus à conserver ces quelques bastions? Je pense qu'il y a un faisceau de raisons, si on devait en identifier quelques-unes. D'abord, le fait que la structuration du bloc central, dit central en France, l'extrême centre, se joue autour de la figure d'Emmanuel Macron. Dès lors que la figure est démonétisée, ça met en échec les représentants locaux, qui généralement ne sont là que parce qu'ils ont une proximité au dirigeant suprême, le chef de la bande, Emmanuel Macron. Il y a un sujet sociologique, c'est-à-dire que ce bloc central est assez largement composé de catégories supérieures, qui du coup ont une répartition sur les territoires qui n'est pas équivalente, et qui les rend totalement absents de certaines zones et territoires où du coup ils ne peuvent pas porter la bonne parole macroniste, et c'est tant mieux, et on salue les gens sur les territoires qui ont cette chance. Troisièmement, il y a sans doute aussi un élément de fond politique, c'est-à-dire que l'extrême centre français, il s'est construit de manière très verticale. L'idée, c'est on occupe l'appareil d'État. D'ailleurs, on a vu les occurrences et les conséquences sur les nominations abusives, la tentative de Macron de nommer absolument tous ses amis, le banc et l'arrière-ban de la Macronie depuis 4 générations, à tous les postes qui se libèrent à un moment donné. Quoi. Vraiment, j'ai envie de dire aux gens, faites gaffe, peut-être votre concierge va être nommé par Macron pour rester vous surveiller pendant 20 ans. Non, mais maintenant qu'on a même la Cour des comptes et compagnie qui sont mis sous contrôle. Donc, il y a une vision du pouvoir qui est très verticale. C'est-à-dire l'Élysée nomme au niveau de l'appareil d'État et qui s'est jamais totalement intéressé au territoire, et même s'est efforcé depuis 2017 de retirer les moyens de résistance qui pouvaient exister au niveau local aux différentes populations, par les coupes de dotation, par l'affaiblissement du secteur associatif, etc., etc. Donc, je pense que ces différents éléments cumulés expliquent pourquoi le bloc historique qui a été le macronisme, je parle au passé parce que je pense qu'on peut désormais en parler au passé, vu que de la manière dont il s'effrite, ce bloc macroniste en fait n'a jamais existé à l'échelle territoriale, mais n'a pu exister qu'à l'échelle finalement de la prise du pouvoir national. Sabrina, je vais finir avec vous. Est-ce que c'est la fin de la Macronie et de ce bloc-là, du moins à l'échelle municipale? Il n'a jamais existé à l'échelle municipale, le bloc macroniste. Oui, il y a eu quelques. Après, c'est souvent des gens qui ont été recrutés depuis LR. Mais il n'y a jamais eu de vraie percée. Moi, je pense que le macronisme. Bon, d'abord, c'est pas au centre, c'est très à droite. Et je crois que l'offre politique à droite, elle est saturée. C'est aussi ça, la réalité. C'est que vous avez le bloc central qui est plutôt sur un programme de droite, la droite qui est maintenant quasiment sur un programme d'extrême droite, et l'extrême droite qui encore va plus loin. Donc, le champ politique à droite, il est totalement saturé.
les macronistes, pour moi, ils se sont déjà effondrés et en 2022 et encore plus en 2024. Et en réalité, je pense qu'à la prochaine fois, il ne restera quasiment plus rien de ce bloc de la majorité présidentielle. Mais voilà, et je crois que ça va aller au profit, malheureusement, d'une droite plus dure qui est en train de s'exprimer dans le pays. Et là-dessus, par contre, là où moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je ne pense pas que Macron soit le seul responsable de la montée de l'extrême droite. Je crois qu'il y a une responsabilité qui est partagée par différentes forces politiques dans le pays, d'ailleurs y compris la gauche, qui depuis 40 ans, en fait, à chaque fois qu'on a dit il ne faut pas mettre la proportionnelle parce que ça va faire augmenter le RN, il ne faut pas ceci, etc. En réalité, à la fin, on a 140 députés de l'extrême droite à l'Assemblée nationale, pourtant il n'y a pas la proportionnelle. Il y a eu des trahisons politiques, des promesses qui n'ont pas été tenues par différents candidats. Et ça aussi, ça met à mal la confiance des électeurs qui parfois se tournent vers un vote d'extrême droite parce qu'ils se sont sentis aussi dupés par des promesses qui ont été faites. Et donc, je crois qu'il y a une responsabilité collective. Et ça, moi, je l'avais dit, c'est que je pense qu'à un moment, si on estimait, et je crois à juste titre, que l'extrême droite est un danger pour notre pays, eh bien, il y a très longtemps de ça, il y a des personnes politiques de haut niveau dans notre pays qui auraient pu prendre la décision de dissoudre le Front National, par exemple, qui est une association qui porte des idées xénophobes, racistes dans notre pays. Et ça aurait évité peut-être le fiasco dans lequel on est, quoique ça serait transformé sur autre chose, parce que le vote contestataire, il est là, il existe. Et je crois surtout que ce que n'ont pas compris les macronistes et d'autres, parce que pour moi, le centre, vous savez, il y a le centre droit, il y a le centre gauche, c'est un peu, finalement, les CSP+, comme on l'a dit, les grandes villes qui vont bien, enfin, la France qui va bien, c'est aussi le fait qu'ils n'ont peut-être pas compris, ou en tout cas sous-estimé la colère des habitants de notre pays, qui voient leur situation sociale se dégrader de plus en plus, alors que certains continuent à s'enrichir, et qu'en réalité, non seulement ça va mal à l'intérieur du pays, parce qu'on ne répond pas à la crise sociale et démocratique, mais qu'en plus, on se ridiculise sur la scène internationale, on ne respecte absolument plus le droit international. Et donc, je crois que les deux, mis bout à bout, font exactement le résultat qu'on a aujourd'hui, à savoir la disparition du bloc macroniste. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci Adrien Chloé, député de la France Insoumise de Haute-Garonne, Clémence Morel, co-secrétaire nationale des Jeunes de l'Après, et Sabrina Sebaïd, députée écologiste des Hauts-de-Seine.